Voilà. Alors, avant de donner la parole à Madame Priscan Kolo, je voudrais juste profiter de l'opportunité pour présenter un peu les activités du mois de mai. Voilà, c'est juste une présentation de 2 minutes pour parler un peu de nos activités qui sont prévues au mois de mai. Donc, j'espère que vous voyez bien ma diapositive. Donc, comme le vice-président Oumar Diop le disait tout à l'heure, nous sommes vraiment dans une dynamique agressive. Voilà, et c'est tout à fait logique. Il y a le chapitre PMI Sénégal. C'est un chapitre qui est jeune. Voilà, il a peut-être 7 ans d'existence déjà. Il a beaucoup de potentiel et il est vraiment grand temps de réaliser ce potentiel. Et donc, du coup, nous avons une série d'activités qui sont planifiées chaque mois. Et justement, nous vous donnons l'opportunité de prendre connaissance de ces activités via une newsletter qui est partagée au début de chaque mois. Donc, au plus tard, le 5 de chaque mois, normalement, vous recevez une newsletter du chapitre PMI Sénégal avec les activités qui sont planifiées. Donc, je profite de l'opportunité qui nous réunit aujourd'hui pour vous présenter le plan des activités du mois de mai 2022. Alors, il se présente comme suit. Alors, la première semaine, c'est-à-dire le samedi 7 mai, nous aurons un webinaire sur l'agilité en management de projet sous le prisme du Kanban. Alors, comme vous le savez, il y a deux types de méthodologies agiles de gestion de projet. Il y a les approches qui sont basées sur les flux et les approches qui sont basées sur les itérations. Alors, on connaît beaucoup les approches qui sont basées sur les itérations telles que le Scrum, mais on oublie un peu parfois les approches qui sont basées sur les flux. Et c'est donc pourquoi nous avons voulu réaliser ce webinaire pour replacer un peu les méthodes basées sur les flux dans le cœur des approches agiles de gestion de projet. Donc, l'intitulé de ce webinaire, c'est l'agilité en management de projet, donc sous le prisme du Kanban. Donc, ce sera de 11 h à 12h30. Donc, le webinaire sera animé par M. Daniel Doiron, qui est basé à Québec, au Canada, et qui est un spécialiste notamment du Kanban. Et il a publié plusieurs ouvrages relativement à cette thématique. La deuxième semaine, c'est-à-dire le samedi 14 mai, nous allons avoir un deuxième webinaire, toujours de 11 h à 12h30. Cette fois-ci, la thématique, c'est la place de la gestion stratégique de projet dans l'atteinte des objectifs des organisations. Alors, comme vous le savez, l'une des compétences clés du chef de projet, c'est quand même la stratégie. Et donc, nous allons beaucoup parler de stratégie dans ce webinaire. Et ce webinaire sera animé par M. Sié Olivier Cambry, qui est basé aussi à Québec, au Canada, et qui travaille dans la Société québécoise des infrastructures du Québec. Il est ingénieur génie civil, si je ne me trompe pas. Alors, le 25 mai, alors peut-être vous ne le savez pas ou vous le savez, l'Union africaine a consacré le 25 mai comme étant la journée africaine. Et donc, à cet effet, les différents chapitres africains ont pris l'initiative d'organiser un webinaire collectif. Donc, ce sera un webinaire organisé par tous les chapitres d'Afrique. Et donc, nous prévoyons donc d'organiser ce webinaire le 25 mai de 18 h à 19h30. Alors, ici, c'est un jour de semaine. C'est pourquoi nous sommes à cette heure-là. Alors, la thématique cette année pour la célébration de la journée africaine porte sur la question de la sécurité alimentaire. Et c'est donc pourquoi le thème que nous avons retenu pour ce webinaire, donc, c'est de voir un peu comment est-ce que la gestion de projet peut participer à renforcer la résilience en matière de sécurité alimentaire en Afrique. Donc, nous allons discuter avec un expert dans le domaine notamment de la sécurité alimentaire, de la place que la gestion de projet occupe par rapport à cette problématique qui est extrêmement importante. Nous l'avons vu avec la guerre
en Ukraine que la sécurité alimentaire ne tient que sur un fil. Et donc, il est important de voir comment nous, en tant que chefs de projet, nous pouvons contribuer à renforcer la sécurité alimentaire. Alors, le speaker pour le moment avec lequel nous travaillons, c'est Brian Stephenson, qui est basé aux États-Unis et qui dirige une ONG qui travaille en Afrique pour promouvoir la sécurité alimentaire. Donc, ce sera le troisième webinaire qui, lui, par contre, sera en anglais. Voilà. Ensuite, le 29 mai, nous avons une activité que nous avons réalisée il y a 2 mois et qui a eu quand même des retours positifs. Et donc, nous avons prévu de continuer dans la même lancée. C'est les groupes de discussion en anglais. Alors, l'anglais est une langue internationale qui est indispensable pour un chef de projet. Et donc, nous pensons qu'il est important pour nous de capaciter les membres et les sympathisants de la gestion de projet pour bien parler anglais. Parce que tous les événements qui sont organisés par le PMI, que ce soit en Afrique ou aussi du point de vue international, sont en anglais. Et il est important que nous puissions nous exprimer relativement bien en anglais pour pouvoir bénéficier au maximum de ces initiatives-là. Et c'est donc pourquoi nous avons lancé il y a quelques semaines une activité que nous appelons les groupes de discussion en anglais, c'est-à-dire autour d'une thématique avec 2 modérateurs, nous discutons, nous pratiquons notre anglais de manière à, voilà, à l'améliorer. Parce que malheureusement, nous sommes dans un environnement francophone dont nous n'avons pas souvent le temps, les opportunités de pratiquer notre anglais. Et donc, ce groupe de discussion est une opportunité pour pouvoir le faire. Alors, la thématique, nous ne l'avons pas encore arrêtée, mais dans les tout prochains jours, on va l'arrêter. Donc, si vous avez aussi des idées par rapport à des thématiques que vous voulez qu'on aborde, elles sont les bienvenues. Alors, l'atelier, le groupe de discussion sera facilité par notre doyen, M. Djibi Gay, que nous remercions au passage pour son implication, et aussi M. Edem Nunekpekou, qui est également un coach d'anglais et qui nous accompagne dans la réalisation de cette activité. Donc, voilà un peu le save the date du mois de mai pour le chapitre PMI Sénégal. Donc, on a beaucoup de webinaires qui sont prévus et un groupe de discussion. Alors, il était prévu d'organiser l'anniversaire du PMI Sénégal au mois de mai, mais nous l'avons reporté un tout petit peu parce que les éléments d'organisation et de logistique ne sont pas encore tout à fait prêts. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et nous espérons vous compter nombreux lors de ces activités qui s'annoncent, à mon avis, assez intéressantes. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir Madame Priska Kolo, qui va donc animer cette session sur la gestion des risques, illustration du domaine de l'aviation. Merci. Merci, merci André. Merci de me donner l'opportunité d'animer cet atelier. Je dis bonjour à tout le monde, bon samedi. C'est effectivement assez tôt dans le contexte actuel, mais bon, on va essayer d'avoir un échange assez interactif pour qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, je vais partager mon écran dans un premier temps. OK. Donc, mon nom est Priska Nkolo, comme André l'a mentionné tout à l'heure. Et l'idée de cette série d'ateliers, parce que effectivement, aujourd'hui, c'est un premier d'une série, est né du fait que en échangeant avec lui, je lui parlais de nos pratiques, de nos communautés de pratiques, parce que
il n'y a pas longtemps, je travaillais pour une compagnie à Montréal et à chapter de Montréal, on avait ce qu'on appelait des communautés de pratique pour discuter de sujets particuliers. Et moi, vous allez le voir tout au long de l'atelier, je suis passionnée par la gestion des risques. Ça fait partie de mon métier au quotidien. Donc, je lui parlais de ces communautés de pratique et on s'est dit, ce serait une bonne idée d'avoir une série d'ateliers dans ce sens pour que, ensemble avec les membres du PMI Sénégal, on puisse échanger dessus parce que c'est plus un échange qu'autre chose sur les différentes pratiques dans les différents secteurs, parce que chaque secteur pourrait avoir son focus en termes de gestion des risques, mais également sur les échanges d'outils, d'expériences qui peuvent pour chacun être inspirants. Donc, on a décidé d'avoir cette série d'ateliers avec cet objectif-là de constituer à terme une boîte à outils, une boîte à bonnes pratiques, best practice, comme on dit en anglais. Aujourd'hui, ça va vraiment être juste comme une sorte d'introduction des principes fondamentaux avec les stratégies, les principes de stratégie de gestion du risque, avec quelques illustrations dans le domaine que je maîtrise, qui est celui de l'aviation civile. Et par la suite, les autres ateliers, on invitera d'autres professionnels, d'autres domaines pour qu'ils échangent avec nous leurs pratiques de gestion de risque et leur expérience en matière de gestion des risques. Voilà un peu le contexte et l'objectif de la série d'ateliers et de cet atelier-ci en particulier. Avant de commencer, quand même, je tenais à introduire un peu pour que on soit fixé dans le contexte, introduire mon secteur d'activité, qui est l'aviation civile. C'est un secteur assez complexe et souvent, il y a une confusion sur les différents rôles des différents acteurs. Donc, en aviation civile, il y a 4 principaux acteurs, on va dire. Je dirais trois principaux acteurs. Et je vais focaliser sur un en particulier. Donc, il y a la branche des Nations Unies qui s'occupe de l'aviation civile. Elle assure l'harmonisation au niveau de tous les États contractants, parce que quand on parle d'aviation civile internationale, on s'entend que toute aéronef qui va dans un pays A ou B puisse être à même d'avoir les mêmes conditions de traitement qu'ailleurs. Donc, il faut une certaine harmonisation en termes de sécurité, en termes d'équipement, ainsi de suite. Donc, l'OACI est en charge d'assurer cette harmonisation-là. Mais l'OACI ne peut pas, comment dire, imposer des normes ou des standards aux États. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle élabore des standards internationaux. Et maintenant, chaque État va transposer ces standards dans la réglementation nationale pour enforce, pour la rendre opposable aux tiers dans son État. Et il y a l'industrie de l'aviation, tout ce que vous connaissez, les constructeurs d'avions, les compagnies aériennes, les pilotes, les aéroports, les contrôleurs aériens, donc tous ces acteurs qui participent à la bonne marche des opérations d'aviation. Et moi, en fait, je suis ingénieure de génie civil de formation et je me suis spécialisée dans les infrastructures aéroportuaires. Donc, c'est pour ça que pour moi, les aéroports, c'est vraiment mon domaine de compétence. Les aéroports, c'est ces endroits qui s'assurent que
les avions atterrissent et décollent de façon sécuritaire et que le traitement des passagers se fasse de la façon la plus fluide possible pour permettre les voyages internationaux. Donc, c'est un peu ça, le domaine de compétences, enfin, le secteur d'activité et le domaine de compétences dans lequel je suis. J'ai travaillé à l'aviation civile du Cameroun pendant 7 ans. Et à ce poste-là, je m'occupais de l'inspection des aérodromes du pays, qu'ils soient internationaux ou pas. On s'assurait de leur conformité. J'ai travaillé également après le Cameroun. Je suis allée à Montréal et j'ai travaillé pour le Conseil international des aéroports qui a une vision plus globale sur la notion d'aéroport parce que ils sont, comme on dit, la voix des aéroports dans le monde. Ils représentent plus de 1700 membres en termes d'aéroports. J'étais manager safety operational. Donc, mon rôle, c'était vraiment d'identifier les risques et tous les challenges que pouvaient euh, avoir les aéroports en matière de sécurité et de proposer des projets ou des actions pour adresser ces risques et les atténuer, euh, les traiter en fait. Et enfin, depuis l'année dernière, je suis basée ici à Dakar, au bureau régional de l'OACI. Et l'OACI, en fait, la vision est plus globale parce que à l'ACI, on n'a aucune prise sur les réglementations nationales. On ne peut rien imposer aux aéroports, on ne peut que leur donner des conseils, des conseils opérationnels, alors que à l'OACI, c'est une autre dimension. Et donc, dans ce cadre-là, c'est toujours identifier les risques, mais au niveau des États, pour les amener à pouvoir implémenter des mesures qui vont permettre d'assurer la sécurité au niveau des aéroports. Donc, en fait, en gros, c'est un peu ça. Ça a toujours été ça mon rôle depuis l'aviation civile du Cameroun jusqu'à l'OACI aujourd'hui. Ça serait de la conformité aux normes, optimiser la performance. Mais pour arriver à faire ça, il faut pouvoir identifier tous les risques qui pourraient s'opposer à ce que on atteigne cet objectif et voir à les adresser. Donc, en gros, c'est ça mon background c'est de là où vient ma passion pour la gestion des risques. Bon, avant qu'on ne commence dans le vif du sujet, c'est-à-dire cet atelier, les stratégies clés de gestion du risque. Euh, j'ai une petite déformation. J'aime avoir une perspective de mon audience, savoir un peu qui sont les participants. Donc, je vais vous demander de vous introduire un peu, comme je dirais, mais ça va être très rapide. Pour ce, je vais afficher une autre slide. Je vais vous mettre un peu à contribution. Donc, je vais vous demander, ça peut se faire sur votre laptop, ça peut se faire sur votre téléphone, d'aller à menti.com, donc ce site que vous voyez. J'espère que vous voyez que tu peux confirmer si toi au moins tu vois mon écran. Oui, on voit votre écran. Hein. Ok, d'accord, merci. Merci. Donc, si vous pouvez aller à menti.com et rentrer le code qui s'affiche ici en nombre, c'est 64, 74 66 03 15, et me mettre quel est votre secteur d'activité. S'il vous plaît. Télécom, finance, oui.
banque, télécommunications, infrastructure, un génie civil comme moi, beaucoup de télécom, IT, IT banque, encore télécom, énergie, télécom, finance, infrastructure, infrastructure télécom, OK. Mine et carrière, enseignement, TIC, nice. OK, IT énergie, informatique, projet informatique et de la navigation aérienne. J'ai un technicien de l'aviation avec moi aujourd'hui. Super. IT banque, génie civil. Nice. OK. Donc, alors, je vois qu'on a du télécom, on a de la finance, on a de l'énergie et on a de IT. On a aussi enseignement. Super. Ça nous fait en fait un panel assez mixte avec beaucoup de télécom et de IT. Donc, vous pouvez faire la même chose maintenant, toujours le même code et votre profession. Comme ça me donnera une idée de mon audience. OK. OK. PMO. OD. OK. Chef de projet. UHSE. C'est tout. Magnifique. D'accord. Donc, en fait, oui, je vois team leader, responsable planification, business analyst, PMO, chargé d'affaires. C'est vraiment tout dans le sens de l'analyse, comment dire, de tout ce qui est anticipation, en fait, proactivité. Donc, le webinaire va être super, super intéressant. Que je suis certaine qu'il y aura beaucoup de participation et qu'on va parler de toute cette proactivité. OK, je vois qu'il y a des gens qui continuent de remplir. Responsable de carrière, ça aussi, c'est intéressant. OK, d'accord. Bon, sans plus attendre, on va commencer. Et je vous remercie de votre interactivité. Je vous demande de garder le menti.com ouvert parce qu'il y aura d'autres questions que je vais vous poser et on aura besoin d'aller sur cette plateforme. OK. Je vais repartager ma présentation. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir, j'ai voulu, et comme vous-même, vous l'avez constaté, les secteurs d'activité il y en a plusieurs. Donc, et la gestion des risques peut être vue d'une façon ou d'une autre
appliqué à un secteur de risque en particulier, mais il y a des principes fondamentaux. Donc, je voulais vraiment, vu que ceci, c'est le premier atelier du type, commencer par un peu parler d'historique et d'évolution en ce qui concerne la gestion des risques. Bon, ça va pas être une thèse là, on va juste mentionner quelques éléments. On va parler du concept du risque. On va parler également des principes de la gestion du risque. Quand on parle de gestion du risque, qu'est-ce qu'on entend par là? Je vais faire des illustrations avec, comme je vous disais, le domaine que je connais le mieux, mais bien sûr, ça peut s'appliquer à tout autre type de domaine. Et on va parler du processus de gestion de risque, mais on ne va pas vraiment aller dans le fond parce que la série les ateliers qui suivent vont permettre de dérouler cet aspect-là dans différents domaines. Et enfin, si le temps nous permet, on va avoir un petit brainstorm ensemble et la conclusion de l'atelier. Donc, avant... Oh, je n'étais pas en train de partager mon écran, on dirait. OK. Je m'excuse pour ça. Je vais devoir recommencer. Donnez-moi juste une minute. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici. OK. Ça va être bon là. Bien. Donc là, vous devriez être en mesure de voir mon écran. Je vais vous demander de rentrer le code qui est là et de me donner votre... Qu'est-ce que vous pensez? Quand est-ce que le concept de la gestion des risques a commencé? Quand est-ce que on a commencé vraiment à élaborer des théories de gestion des risques? J'ai mis quelques dates au choix. Bon, c'est pas c'est des années. Est-ce que c'est dans les années 1630? Est-ce que c'est dans les années 130? Est-ce que c'est dans les années 1778? Juste, OK, OK. J'ai quelqu'un qui dit 1830, j'ai quelqu'un qui dit 1630, j'ai quelqu'un qui dit 1950. OK, 78, 50, 30, 30, 1830. Alors, j'attends un peu plus de réponses. OK. Alors, c'est entre 1950 et 1830 qu'on a plus de réponses. S'il te plaît. OK. Donc, je ne vois pas plus de réponses à arriver. Donc, alors, ça se partage entre 1950 et 1930. Et certains ont mentionné 1630, d'autres 1778.
D'accord. On va y aller. Donc, en fait, on va dire que avant 1950, c'est-à-dire tout ce qui vient avant, contre 1600, les années 1600, 1700, en fait, on a, on a vu un peu se développer des théories qui pouvaient se rattacher à la gestion du risque, mais pas encore la théorie elle-même, l'étude même de la gestion du risque comme une science. Par exemple, en 1600, on a vu la théorie des jeux, la probabilité. Et on sait que en risque, en gestion du risque, la probabilité, c'est une notion très importante qui se développer. C'est-à-dire, avant, on faisait plus référence à la fatalité quand il y avait un événement qui arrivait. C'est Dieu et puis on assume. Ce sont des dieux, c'est à cause des dieux et puis on fait juste avec. Mais avec la théorie des probabilités, on a commencé à se dire que il serait peut-être possible d'anticiper certains événements, de pouvoir, à travers les mathématiques, calculer ou évaluer, euh, comment dire, la finalité ou la probabilité qu'un événement se produise. Et puis, en plus de ça, en plus de cet aspect mathématique, théorie des probabilités, il y a eu euh, l'avènement des assurances. Donc, les assurances, c'était le moyen utilisé pour adresser le risque. Genre, si un bateau qui allait en mer, puisque à l'époque, c'était le moyen des échanges, coulait, il y avait des bateaux qui coulaient, il y avait des bateaux qui arrivaient à bon port. Donc, on prenait l'argent des bateaux qui coulaient à bon port pour donner à ceux qui avaient coulé. Donc, c'était un peu comme une sorte un moyen d'adresser le risque. Si vous perdez votre bateau, vous nous donnez de l'argent. Et si jamais vous le perdez, on va vous permettre de vous renflouer. Donc, assurance. C'est vraiment en 1950 que on a les premiers, comment dire, développements et puis on commence à étudier euh, des stratégies de gestion du risque comme alternative aux assurances. Parce que les assurances étaient considérées comme très, très onéreuses. Donc, les personnes se sont dit, il y a peut-être moyen de faire autrement qu'avec des assurances. Comme par exemple, euh, équiper le personnel d'équipements de sécurité pour éviter qu'il y ait des accidents ou pour diminuer l'impact des accidents dans les industries. Donc, c'est à ce moment-là vraiment que euh, on a commencé cet aspect-là. Et c'était, en fait, dans les années 1950, c'était beaucoup la gestion des risques était beaucoup comment dire, associée aux assurances, aux finances, banques, les aspects banquiers, financiers. Et c'est après que ça a commencé à se libéraliser pour les autres secteurs. Donc, en 1987, que la première édition du PMBOK, on a euh, cette inclusion de la notion de gestion de risque dans les projets. Et dans les années 2000, parce que avant, le risque était toujours considéré. Donc, dans les années 2000, il y a eu cette notion de risque positif. Parce qu'il y a toujours des risques, mais un risque peut être négatif, il peut être positif. Et bon, au lieu d'appeler le risque positif risque, parce que le risque a toujours une connotation négative, on a eu cette notion de opportunity management, donc gestion des opportunités, gestion des risques positifs.
Et donc, aujourd'hui, on a tellement d'évolutions en termes de gestion des risques. Il y a des logiciels, il y a des applications, on parle de prédictif. C'est une évolution continue et phénoménale. Et donc, chaque jour, on en apprend plus, chaque jour, on évolue et chaque jour, ça devient plus et plus intéressant. Donc, c'est un peu ça en termes d'historique et d'évolution. Maintenant, on va parler du concept du risque en lui-même. Comme je vous ai expliqué, je vais revenir vraiment sur des principes parce que dans la série des futurs ateliers, on va aller avec différents experts dans leur pratique. Donc, ici, c'est vraiment pour asseoir les notions et les illustrer. Et ensuite, on va point par point dans le pratico-pratique. Donc, quand on parle de risque, moi, j'aimerais savoir, avant de mettre ma présentation, j'aimerais savoir ce que vous, ça vous évoque. Donc, je vais repartager ici. Parce que l'on soit dans un domaine, dans un autre, il y a peut-être une conception de risque qui est différente. Par exemple, nous, en aviation, le risque, c'est vraiment risque de sécurité. On est très pointueux sur la sécurité des biens et des personnes, surtout des personnes. Et donc, ça va être ça notre focus en matière de gestion du risque. Donc, le même exercice, quand je vous parle de risque, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Donc, le code à utiliser, c'est celui-ci, toujours dans menti.com, 61 31 55 05. Quand on parle de risque, qu'est-ce que ça vous évoque? Incertitude, perte, perte, aléa, oui, problème, effectivement, oui. Et justement, on dit incertitude, on parlait de probabilité tout à l'heure. Incertitude, aléa, ça va dans le même sens. Oui, on a la notion d'opportunité. On l'a dit, un risque il peut être positif, il peut également être négatif. Ben, en fait, il est considéré comme négatif, connotation négative, mais un risque peut être positif aussi. Donc, là, on parlera d'opportunité. Menace, effectivement, menace. Un, un événement incertain, oui, ça va dans le sens d'incertitude. Alors, impact, oui, parce que quand on dit risque, effectivement, c'est par rapport à quelque chose et puis on va dire impact sur ce qu'on cherche à accomplir. Probabilité, yeah. Gravité, sécurité, oui. Danger, ah ça c'est intéressant. Danger. Maîtrise, ok. Fréquence, anticipation, oui. C'est une notion de proactivité. On essaie de voir un peu avant que l'événement n'arrive. On essaie de voir ce qu'on peut faire pour éviter qu'il n'arrive.
D'accord. Ampleur, durée, criticité. OK. OK. Donc, je pense que ce qui revient le plus, c'est anticipation, incertitude, impact et opportunité. Je vais noter ça. Anticipation, incertitude, impact et opportunité. Maintenant, ça, ce sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de risque. Et si je vous demandais maintenant, à votre avis, quelles sont enfin, à votre avis, pas à votre avis, mais quelles sont les stratégies de gestion du risque que vous connaissez ou que vous utilisez dans vos différents domaines de compétences, secteurs d'activité? Donc, vous avez donné votre dire, compréhension du risque maintenant. OK, contrôle. D'accord. Mitigation. Mitigation dans le sens de atténuation. Atténuer. Contrôle. Accepter. Assurance. Réduction. Transfert. Élimination. J'ai acceptation. Contournement. OK. Transfert et partage. Transfert. Éviter. OK. Mitiger. D'accord. OK. Partager. Partager. Donc, on a transfert, contrôle, acceptation qui reviennent le plus avec contournement, transfert, contrôle, acceptation. Parfait. Donc, je vais revenir sur ma diapo. Et comme je vous disais, cet atelier va être très intéressant parce que on a une audience qui pense un peu la même chose et va dans le même sens. Donc, quand on parle de risque, effectivement, il y a cette notion de perte parce que le risque, c'est, on a un objectif, on va atteindre un objectif. Et il y a des aspects, des événements ou des situations qui peuvent empêcher qu'on atteigne cet objectif. Et ça, ça va être ce qu'on va considérer comme le risque. Que ce soit quand on parle de gestion de projet pur, que ce soit quand on parle d'un secteur d'activité comme le mien, et pas forcément de projet, mais juste des opérations. Alors, ce risque-là va empêcher qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé. Et effectivement, il y a cette notion de uncertainty, c'est-à-dire événement incertain. On ne sait pas s'il va se produire, on ne sait pas quand il va se produire. Il y a une probabilité
Et c'est là où on va aller dans le deuxième élément du risque, la probabilité qu'il se produise. La probabilité peut être très grande, hein, comme elle peut être aussi très faible. La probabilité que moi, je prenne, je suis ingénieur de génie civil, donc ce que je maîtrise, c'est les chaussées et les bâtiments. Donc, c'est très incertain que je prenne un jour le contrôle de, je sais pas moi, d'un avion de ligne. Le danger que ça va poser aux pauvres passagers, vraiment, j'imagine même pas, mais la probabilité est archi faible que cet événement se produise. Et si jamais ça se produit, l'impact serait très élevé. Ce qui m'amène au troisième élément, c'est l'impact ou la conséquence euh, que l'événement aurait si cela se produit. Imaginez moi qui n'ai jamais suivi un cours de pilotage. On me met aux commandes d'un avion de ligne, même s'ils sont très automatisés. Ça peut être la catastrophe parce qu'on parle toujours d'incertitude. On peut avoir la chance, tout se passe bien, mais il y a une forte probabilité que ça ne se passe pas du tout bien. Donc, en fait, c'est vraiment les enfin, trois dimensions qu'il faut retenir pour ce qui concerne le risque. Il y a cette notion de perte, donc quelque chose qui peut arriver, qui peut impacter le projet. Bon, ça, c'est quand on entend dans le sens risque négatif, qui peut impacter le projet et empêcher l'accomplissement de l'objectif. Maintenant, ce risque peut arriver ou peut ne pas arriver. Il y a une probabilité d'occurrence, une probabilité que l'événement se produise. Elle peut être plus ou moins grande. Et en plus de la probabilité d'occurrence, il y a la notion de sévérité, parce que la probabilité peut être très faible, mais si jamais l'événement se produit, comme l'exemple que je citais tout à l'heure, l'impact serait très élevé. Donc, autant de choses qu'il faut combiner pour pouvoir arriver à évaluer le risque et le considérer dans son système et décider de la stratégie à adopter pour ce risque-là. Donc, une fois qu'on a adopté, enfin, qu'on a pris en compte le concept du risque et pris en compte cette notion d'incertitude et d'impact qui doivent être forcément combinés pour pouvoir évaluer le risque de la meilleure façon possible. Il faut, comment dire, pouvoir planifier la façon dont on va le considérer, ce risque. Dans mon domaine, l'aviation, dans notre domaine, parce que j'ai vu que j'ai un fellow aviation expert in here. Donc, dans notre domaine, en fait, on utilise beaucoup, enfin, on recommande. Il y a bien sûr plusieurs autres outils que différentes personnes utilisent, mais on utilise beaucoup cette matrice que j'ai là, la matrice de risque, avec exactement les formulations. Dans d'autres domaines, il y aura probablement des matrices de risque avec d'autres types de formulations, mais dans notre domaine, c'est vraiment celle-ci qui est adaptable à différents secteurs. Mais il y a, comme vous le voyez, la probabilité de risque qu'on a catégorisée à 5 niveaux, extrêmement improbable. Comme le fait qu'on me mette aux commandes d'un avion de ligne, improbable, mode occasional frequent, et il y a la notion de sévérité catastrophique. Et nous, dans notre domaine, euh, comme je disais, c'est vraiment la sécurité des personnes catastrophique dans le sens où on a des pertes humaines ou des dommages matériels. Donc, ça va toujours être ça notre critère d'évaluation des risques, notre impact.
Dans le domaine des banques, ça va être autre chose. Dans le domaine IT, ça va être autre chose. Donc, mais au moins, les principes, les notions sont communes. C'est-à-dire, il y a cette notion d'incertitude et il y a cette notion d'impact qui vont revenir. Maintenant, on parlait de stratégie de gestion des risques. Une fois que le risque, on le connaît, comment est-ce qu'on le traite, quelle est la façon de procéder pour, euh, pour adresser le risque. Parce que j'ai vu également quand on faisait la slide sur les risques, il y avait beaucoup de termes, le terme anticipation qui revenait. Et effectivement, la gestion des risques, c'est vraiment pour aller dans ce sens-là, pour anticiper avant que cet événement se produise, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, les stratégies, et vous l'avez tous dit, soit on accepte le risque tel qu'il est, c'est-à-dire on accepte le risque et on se dit, OK, ce qui arrive, arrive. Genre, on décide, une compagnie aérienne, je ne sais pas quelle compagnie aérienne ferait ça, accepte de me mettre comme pilote de ligne et dit, OK, ben, elle va être le pilote de ligne et puis ce qui va arriver, on va juste assumer les conséquences. Soit on l'évite, c'est-à-dire on décide d'éviter le risque et la compagnie aérienne dit, écoutez, pour piloter nos avions, on ne veut que des pilotes de ligne formés avec tel background, ce qui m'élimine directement et du coup, on a évité le risque d'un avion. Soit on transfère le risque. Ah, il y a une petite coquille ici. Soit on transfère le risque à une autre partie. Ça peut être un contracteur. Ça peut être l'assurance. C'est-à-dire, on s'assure, on prend une cotisation où on se dit, si je sais que ce risque peut arriver. Si jamais il arrive, alors l'assurance va me couvrir. Donc, on ne peut pas hésiter, on peut pas accepter, mais on peut transférer le risque à une autre partie prenante. Un exemple patent, c'est nos assurances maladie. On ne sait pas quand on va tomber malade. On ne sait pas comment, quelle ampleur, quelle amplitude de maladie ce sera. Donc, on décide de juste transférer le risque à l'assurance. On paye une cotisation. Si on tombe jamais malade, bon, la cotisation est partie. Mais du jour où on tombe malade, on sait qu'on est couvert par l'assurance. Donc ça va vraiment être la notion de transfert de risque. Et il y a la quatrième notion qui est l'atténuation. Bon, certains disaient contrôle, d'autres disaient mitigation. Mais c'est vraiment, on ne peut pas éviter, on ne peut pas accepter, transférer, ça ne nous arrange pas. Donc, on va trouver les moyens pour réduire les conséquences, puisqu'on ne peut pas l'éviter complètement, ou la probabilité d'occurrence du risque. Un exemple, je vous l'ai donné tout à l'heure, bon, en tout cas, pour atténuer les conséquences. Par exemple, des incidents de sécurité dans les travaux de construction, c'est de demander à tous les travailleurs de porter des équipements de sécurité, un casque, des chaussures de sécurité, ainsi de suite. On ne sait pas quand un incident ou un accident va arriver, mais au moins, ils seront protégés. Ça va atténuer l'impact de l'incident ou de l'accident. Donc, c'est à peu près ça qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas éviter ou bien choisir d'accepter ou bien transférer le risque. Ça nous paraît trop risqué encore. Donc,
on met en place des mesures pour atténuer les conséquences du risque ou sa probabilité d'occurrence, en sorte que ça n'arrive que vraiment que de façon exceptionnelle. Enfin, idéalement. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, j'ai là l'exemple d'une piste d'aéroport. C'est une piste qui est réelle, elle existe vraiment. Vous voyez également, elle est en pente. Donc, je vais voir plus dans les chats ici. Donc, quand vous voyez une piste comme ça, vous n'êtes pas tous du domaine de l'aviation, mais c'est vraiment très, comment dire, c'est de la logique. À votre avis, il y a un risque certain quand on voit une piste comme ça, atterrir, décoller sur cette piste, on a beaucoup de risques de, comment dire ça, pas de collision, mais peut-être de sortie de piste ou bien de, de casser du matériel avec une pente comme ça ou de faire un accident carrément sur la piste. Je vais pas aller sur mes termes, mais peut-être dans le chat, vous pouvez me dire comment est-ce qu'on pourrait éviter, à votre avis, hein, comment est-ce qu'on pourrait, la stratégie, si on décide comme stratégie pour contrôler le risque, si on décide d'éviter le risque, qu'est-ce que ce serait? Juste le mettre dans le chat. Oh, OK. Formation des pilotes à ce genre de piste. Oui. Bon, la formation des pilotes à ce genre de piste serait plus dans l'optique d'atténuer. Donc, euh, on atténuerait les conséquences parce que ça n'empêcherait pas qu'il y ait des accidents. Voilà, atterrir sur une autre piste, exactement. Si on voit une piste comme ça, on se dit, OK, nous, on va jamais aller là-bas, on va aller sur une autre piste. Ça, c'est certain qu'il n'y aura jamais, enfin, la personne qui aura décidé de prendre cette action n'aura jamais un accident sur cette piste. Donc, on va éviter complètement, atterrir ailleurs. Interdire strictement cette piste, oui, ça peut être une option qu'elle ne soit plus utilisée, mais il faut se dire que euh, dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. Si on se disait on veut un risque complètement zéro, c'est qu'on va peut-être arriver à un moment où on va tout interdire. On ne va pas pouvoir même rouler en voiture parce qu'il va y avoir ce risque. Donc, vraiment, la gestion des risques, c'est pour pouvoir permettre que parce qu'une piste d'aéroport, non seulement ça permet de lier les régions entre elles, mais ça a un impact économique, un impact social, etc. Oui, je vais prendre la question tout à l'heure. Tout à l'heure. Je ne sais pas qui a levé la main. Je voulais prendre la question juste après mon propos. OK, dans une minute. Donc, c'est se dire, OK, on a un actif, mais comment est-ce qu'on peut quand même le garder? Comment est-ce qu'on peut quand même l'utiliser? C'est-à-dire atténuer, comme on a parlé de, d'interdire enfin, de donner la formation pilote. Et donner le retour d'expérience, former les pilotes, c'est vraiment dans la logique de l'atténuation, mitigation, pour, si jamais il arrive un incident, que cet incident soit minimisé parce qu'ils auront reçu la formation, ils auront reçu un retour d'expérience. Réhabilitation de la piste. Bon, la piste n'est pas
tel que vous voyez, elle n'est pas gâtée. C'est juste, c'est les conditions de, comment dire ça, la géographie, la topologie du site qui a fait que la piste a été conçue comme cela. L'information va également dans la logique de l'atténuation. Maintenant, éviter, c'était vraiment ça. Si on évite, on se dit, on va atterrir complètement ailleurs. Nivellement, oui, ça peut être une option qui va être onéreuse. On peut effectivement penser à ça dans le futur, mais dans ce contexte-ci, on est vraiment dans le sens où, OK, j'ai cette situation, comment est-ce que je la gère avec les moyens que j'ai? Parce qu'on ne pourra pas toujours tout raser et passer à autre chose. Donc, il y avait une question tout à l'heure, une main qui était levée, je n'ai pas vu euh, qui voulait poser la question. Donc, si vous pouvez juste lever votre main encore. OK, d'accord. Je crois qu'il n'y a plus de questions. La personne n'a plus de questions. Donc, ça, pour éviter, ça va vraiment être ça, c'est-à-dire décider d'atterrir ailleurs. Pour atténuer, ça va être d'autres options, niveler la piste, interdire, vraiment, ça c'est dans le cas extrême, niveler, interdire, former les pilotes, faire un retour d'expérience, optimiser les autres conditions d'atterrissage. C'est-à-dire peut-être mettre des équipements pour guider les pilotes pour qu'ils atterrissent de la meilleure façon, ainsi de suite. Donc, ça va vraiment aller dans cette optique. Maintenant, accepter le risque, ça ne va pas dans notre esprit en termes d'aviation. On n'accepte pas un risque pareil. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de probabilités, de fortes probabilités qu'il y ait des dommages matériels et humains. Transférer le risque non plus, ça pourrait se faire pour une assurance, mais c'est encore quelque chose ça va dans le même sens que c'est un risque qu'on n'accepte pas, surtout quand on se dit qu'il peut y avoir des pertes humaines et des pertes matérielles. Donc, alors, maintenant, on a parlé des stratégies d'atténuation du risque. Comment dire, un peu, je suis certaine que tout le monde connaît ce processus. Donc, ça va juste être, comment dire, une sorte de rappel. Donc, processus de gestion des risques. On ne peut absolument pas gérer le risque si on ne le connaît pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Il faut pouvoir identifier le risque. Si on n'a pas identifié le risque, alors on ne peut pas l'adresser. On ne peut pas le traiter. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas appliquer une stratégie de gestion pour ce risque. Donc, il faut absolument l'identifier. Bon, en fait, la première étape, effectivement, d'abord, c'est déjà d'avoir l'objectif. Donc, il faut savoir ce qu'on va accomplir. Et ensuite, on peut commencer à identifier le risque qui va empêcher d'atteindre cet objectif ou bien qui peut empêcher d'atteindre cet objectif. Dans le domaine aviation, on a on a institué pour chaque partie prenante. Vous vous rappelez, dans ma première slide d'introduction, j'ai parlé de toutes les parties prenantes. Il y a les pilotes, il y a les constructeurs d'avions, il y a les aéroports, bref, chacun dans son domaine, mais en fait, tout est lié. Et dans chacun de ces secteurs spécifiques, on a institué des systèmes de reporting volontaires et obligatoires. Donc, il y a des incidents et des accidents qu'ils sont chacun dans son domaine spécifique est obligé de reporter. Donc, s'il y a par exemple une collision
entre deux avions, que ce soit en l'air, on flight ou au sol, c'est obligatoire de le reporter. Et chaque acteur doit le reporter. Si ça s'est passé à l'aéroport doit le reporter, le pilote doit le reporter, la compagnie aérienne doit reporter, l'ETC doit reporter. Bref, tous les acteurs reportent le même événement de façon obligatoire. Et ce système de reporting qui a été institué permet qu'on collecte les événements, les accidents, qu'on puisse voir un peu quelles sont les tendances et qu'est-ce qui arrive le plus souvent. Comme là, par exemple, on a identifié les risques les plus classés comme high category, c'est les contrôles, perte de contrôle en vol, c'est les sorties de piste, intrusion sur piste. Donc, on a identifié ces aspects grâce à ce système de reporting volontaire et obligatoire à tous les acteurs de l'aviation. J'imagine que dans d'autres secteurs d'activité, il y a d'autres façons d'identifier les risques, de collecter les données sur les risques. Ça va être très intéressant d'en apprendre plus dans les prochains ateliers. On espère avoir d'autres domaines, IT, banque, ainsi de suite, pour nous parler un peu de comment est-ce qu'ils déroulent le processus de gestion de risque dans leur domaine. Et une fois qu'on a identifié le risque, il faut l'analyser parce que c'est pas tous les risques qu'on va pouvoir gérer. Il y a des risques qui sont complètement improbables, même si leur impact est très élevé, ou qui sont improbables avec des impacts faibles. Donc, du coup, ceux-là, on peut dire qu'on va les accepter dans notre système. Mais pour arriver à cette conclusion, il faut pouvoir évaluer. C'est là que va intervenir, pour ce qui concerne l'aviation, c'est cette matrice de risque que je vous ai présentée tantôt. Il nous reste combien de temps? 40, OK. Donc, la matrice de risque est là. On a évalué le risque, on a priorisé, parce que la matrice de risque permet de prioriser, c'est-à-dire les risques qui sont les plus dangereux, intolérables, les risques qui sont tolérables, les risques qu'on peut accepter dans le système sans avoir besoin de mettre en place des mesures. Une fois qu'on a cette priorisation des risques, alors on peut déterminer la stratégie qu'on va adopter pour les traiter. Je ne vais pas revenir sur les stratégies où on a vu éviter, accepter, transférer ou atténuer. Et une partie qui est très importante, c'est cette partie de monitoring de la performance et de leçons apprises. Et souvent, la partie leçons apprises est souvent un peu négligée, je dois dire. Je parle de mon domaine, j'imagine peut-être dans les autres domaines, ce serait pareil. On essaye de faire beaucoup d'efforts dessus, mais il y a des efforts encore à faire. Parce qu'une fois qu'on a mis en œuvre des mesures, il faut s'assurer que la mesure qu'on a mise en place, elle est effective. Si on a par exemple mis en mesure, on a parlé tout à l'heure de la piste que je vous ai montrée, on a dit former les pilotes serait une mesure d'atténuation. On a mis en place une formation spécifique des pilotes pour cette piste-là. Mais on se rend compte que malgré la formation des pilotes, en traquant les indicateurs de performance, malgré la formation des pilotes, on a encore des accidents sur cette piste. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut faire en plus que la formation. Peut-être qu'il faut aller vraiment à l'extrême, niveler la piste. Peut-être qu'il faut investir dans plus d'équipements pour guider les pilotes. Bref, c'est en traquant, en monitorant les indicateurs de performance, en monitorant les mesures qu'on a identifiées, qu'on va pouvoir
voir l'efficacité des mesures et peut-être aller dans le sens de l'amélioration continue, c'est-à-dire améliorer, renforcer ces mesures et peut-être trouver encore d'autres mesures qui seront encore plus effectives. Et c'est là qu'intervient l'aspect leçon apprise. Parce que en toute chose, il faut toujours garder, comment dire ça, un bac, euh, comment dire, français, anglais. En toute chose, il faut toujours garder l'histoire de ce qu'on a vécu et l'expérience pour en tirer les leçons pour le futur, afin que cela ne se reproduise pas, non seulement dans son activité, mais ça peut également être utile pour les autres. Donc, cet aspect de leçon apprise est très, très important. Je voulais, avant qu'on ne fasse la session de brainstorming dont je parlais, je voulais que on puisse un peu discuter sur cet aspect de processus de gestion des risques. Par exemple, nous, et ce n'est un secret pour personne, je suppose que vous avez eu à voir ces images de par le monde pendant la période forte du COVID, 2020, mars, avril 2020, les premiers mois du COVID, des aéroports avec des centaines d'avions parqués parce que pas de vol, restrictions, fermeture, lockdown. Donc, il y avait absolument pas de place pour parquer ces aéronefs. On était obligé de les positionner, de les stationner sur les pistes de décollage et atterrissage. Et ça s'est fait de façon naturelle parce qu'il y a eu un incident, on a fermé les frontières, il fallait que les aéroports soient stationnés quelque part. Donc, premier réflexe pour nos aéroports, à l'époque, je travaillais encore à Airports Council International. Premier réflexe des aéroports, c'était vraiment de trouver des solutions où positionner ces avions. Et sur les chaussées, sur les taxiways, ils les ont positionnés partout. Sauf que nous, au niveau de la CI, quand on a vu ces images, on s'est dit, il va y avoir un problème parce que les pistes ne sont pas dimensionnées pour supporter le poids des avions en continu. Elles sont dimensionnées pour accueillir les atterrissages et décollages. Un avion atterrit, ça prend quelques minutes et puis il part, mais pas dimensionné pour supporter un poids pareil pendant des heures, voire des jours. Et là, on avait des centaines d'avions sur les aéroports. Sans compter que c'est une activité des avions faisant en sorte que les oiseaux, les wildlife venaient sur la piste, faisaient leur nid sur la piste dans les avions et ça créait pour une potentielle reprise un danger certain. Donc, on a mis en place des comités pour voir. J'ai mis un exemple d'un de nos risk assessment pour essayer de gérer ces risques. Le fait qu'il n'y ait pas d'opération, ça veut dire, ça suppose qu'il n'y ait pas de contrôle de ce wildlife. Ça suppose qu'on va avoir un increase de périls animaliers aux alentours des aéroports. Non seulement il y a l'aspect portance des chaussées, mais il y a l'aspect wildlife qui est un risque pour les avions en vol parce que même s'il y avait beaucoup d'avions stationnés, il y avait quand même des voyages de rapatriation et ainsi de suite. Donc, on a évalué l'événement, c'était ça, le hasard, c'était l'absence de contrôle de ce wildlife-là et la conséquence, c'est-à-dire le risque qui pouvait arriver, on l'a
identifié et on a évalué que le risque était intolérable et on a décidé de conseiller aux aéroports de mettre en place des actions pour atténuer le risque. C'est-à-dire, malgré le fait que les opérations étaient arrêtées, il fallait quand même prendre le temps de faire des contrôles de wildlife, prendre le temps de faire des inspections, même s'il n'y avait pas de vol, mettre à contribution des ressources pour continuer à faire les inspections pour que, au moment de la reprise ou pour les vols qui étaient en cours, qu'on puisse quand même assurer la sécurité. Donc, c'est en gros ce dont je voulais discuter avec vous avant de faire la session de brainstorming qui va être très, très courte. Donc, avant de passer à la session de brainstorming, je ne sais pas s'il y a une question. Question? Pas de question? OK. D'accord. Donc, je mets dans le chat un lien. C'est pour Numéral. Oui, je vois qu'il y a une question, André. Enfin, c'est pas une question. André, tu veux dire quelque chose? Oui. C'est pas une question, c'est juste une information. Donc, je voudrais juste informer tous les participants que le webinaire donne droit à 2 PDU pour tous ceux qui sont certifiés, qui ont une certification du PMI. Donc, il suffit juste de remplir le formulaire de présence qui est indiqué dans la conversation pour que nous puissions avoir les informations pour déclarer vos PDU. Voilà. Donc, n'oubliez pas de remplir le formulaire qui est disponible dans la conversation pour pouvoir avoir vos PDU. Merci. Priska, tu as une question dans la conversation. Et puis, il y a une main levée aussi de Sam Sidine Koli. OK. Bon, avant de prendre le système MCAS, et c'est pour ça que c'était très important pour moi de préciser dès le début, mon domaine de compétence, c'est les aéroports. Pas l'aéronautique, c'est-à-dire la construction des avions. Mais si vous êtes intéressé par ça, j'ai des collègues qui pourraient mieux vous répondre à cette question. C'est la mine. La mine, si c'est une question qui est particulière, qui est spécifique, juste me donner votre contact et je pourrais trouver un de mes collègues qui sera à même de répondre précisément à cette question. Donc, je voulais, avec le temps qui nous reste, qu'on aille dans la session murale. J'ai mis le lien dans le chat, juste vous connecter. Et pendant que les uns et les autres se connectent, je vais répondre à la question de Sam Sidine Koli. Sam Sidine? Oui, bonjour madame. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai eu du mal à me connecter sur le chat pour véritablement vous indiquer des risques qui sont liés à l'activité bancaire. Et je pense que les prochaines sessions peut-être me permettront de le faire. OK. En revanche, j'avais une question pour André, eu égard à sa communication de tout à l'heure. Et j'aimerais en disant ceci, pour ceux-là qui ne sont pas certifiés PMI et qui ont eu à faire la formation, qu'est-ce que cette organisation que nous avions a prévu pour accompagner nous qui sommes dans ce cas de figure, moi précisément. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Colli. Voilà.
je sais pas, notre plan d'action prévoit des groupes d'études PMP. Donc, pour répondre directement à la question, il est prévu des groupes d'études PMP qui seront mis en place, je pense, assez prochainement. L'idée, en fait, c'est de nous appuyer sur des volontaires et de pouvoir accompagner ceux qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir passer leur examen de certification. Donc, c'est quelque chose qui est prévu et qui va se mettre en place progressivement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question. Et puis, n'hésitez pas aussi, comme c'est un réseau, de vous appuyer sur les membres qui sont là, qui peuvent peut-être vous donner des conseils, vous donner des ressources qui vous permettent de pouvoir vous préparer pour l'examen PMP. Mais il y a des groupes d'études PMP qui sont prévus cette année. Je pense 2 ou 3 groupes d'études le week-end pour accompagner ceux qui font la certification PMP. Merci. OK. Donc, Merci. merci, M. Samsidine. Donc, pour notre dernière activité avant de séparer, j'aurais souhaité, on va le faire un peu rapidement, le temps qui nous est imparti, que vu qu'on a un panel avec une audience assez diversifiée, que vous puissiez, je ne sais pas si tout le monde est coutumier à l'usage de Mural, mais bon, c'est très simple. Pour inscrire une information, il faut juste cliquer dessus, enfin sur un post-it et mettre l'information et on peut transporter le post-it dans le cadre. Donc, ma question à vous serait, quels sont les risques les plus communs que vous avez dans vos projets? Donc, pour ça, je vais vous demander d'utiliser des post-it jaunes. jaunes. Peu à peu, pas. Donc, il y a la possibilité de changer la couleur du post-it. Et pour créer un post-it, vous pouvez juste aussi cliquer double. Donc, quels sont les risques les plus communs auxquels vous faites face dans... Zera, jox ma kii télécommande bi. La télécommande là. Donc, pour écrire dedans, il faut double-cliquer à l'intérieur et mettre l'information. Regarde, la chose dont je t'avais parlé là, on est en train d'utiliser. Donc, nous, par exemple, on a beaucoup de problèmes en termes de formation, comme je vais dire training. Formation est vraiment critique. C'est quelque chose de fondamental. Alors, je vois la réputation, je vois les délais. André, une question pour toi, s'il te plaît. Je sais que c'était prévu finir à midi. Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes, 5 à 10 minutes additionnelles? Oui, c'est pas méchant, oui. D'accord, merci. OK. Prise en compte des parties prenantes dans l'aspect communication des parties prenantes. Le budget, schedule, réputation. Ça va être très intéressant parce que cette murale, je vais la garder pour que les prochains ateliers, on puisse y revenir de temps en temps. Ça va être très intéressant de comprendre l'aspect réputation. Je suppose que ça doit être bank related or something like that. Juridique, dépassement des délais.
OK. D'accord. OK. Pour ceux qui ont déjà répondu, qui ont déjà mis leur information ici, on peut passer à la prochaine question pour vous. C'est, je vais vous demander quels sont vos key takeaways. Qu'est-ce que vous diriez si on vous demande l'atelier, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous diriez? La première chose que vous diriez. Et là, je vais vous demander d'utiliser les post-it violets pour dire ce que vous avez retenu de l'atelier. C'est avec quoi vous repartirez comme info. Non, juste, attention, juste prendre le post-it et cliquer dessus et puis tirer. Ou sinon, on peut toujours double-cliquer, créer un post-it et changer sa couleur, comme je le fais ici. Oui, important de considérer les risques positifs. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais on peut considérer les aspects positifs, les opportunités qui en découlent et voir ce qu'on peut en faire. La gestion des risques au niveau de... Ah, OK. Des aéroports. Oui. Oui, toute activité comporte des risques. Effectivement, il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours un risque en toute chose. Pour, comment dire, évaluer, prioriser et agir. Ouais. Il faut donc, pour mieux le gérer, planifier, anticiper. Intéressant. OK. Et maintenant, pour ceux qui ont terminé, pour un prochain, pour nos prochains ateliers, quel sujet est-ce que vous aimeriez voir adressé? Et pour ça, je vais vous demander d'utiliser les post-it verts. C'est parti. OK. Suggestion de topic pour notre prochain atelier. Avec le post-it vert. Analyse des risques, OK. Analyse des risques, OK. OK, plus de temps et plus de cas pratiques comme celui de la piste, effectivement, ça va être intéressant. Bon, je précise que on essaiera d'avoir d'autres domaines et là vraiment on va essayer d'avoir plus de cas pratiques pour aller dans le fond des choses. Oui. Comme j'expliquais au début, cet atelier, c'était vraiment pour poser les bases, revenir sur les principes. Les prochains ateliers, on va aller plus avant dans la pratique et les expériences des uns et des autres dans leur domaine de compétences. Il y a des suggestions qui sont faites dans la conversation, la santé Aussi, communautaire, par OK. exemple. Je vais les prendre pour les mettre, qu'on ne les oublie pas. Puisqu'il y a la communication, c'est OK. Monsieur Jesse, je vais le mettre dans le mural parce que ce mural, on va le conserver pour notre boîte à outils.
Est-ce qu'il y en a un autre? André, tu peux m'aider? Parce que... OK. Non, non, dans la conversation, c'est plus ça, mais tout à l'heure, l'exercice du début m'a peut-être permis de dire, est-ce que ce serait pas intéressant d'envisager, puisque beaucoup de gens sont dans le domaine des télécoms, l'IT, et puis voilà, de la banque, de voir dans quelle mesure intégrer ça dans les prochains ateliers. C'est-à-dire comment donc gérer les risques dans le secteur bancaire, ensuite dans le secteur de, voilà, du numérique en fait, avec tout ce qui est télécom et informatique audiovisuelle. Oui, j'ai vu ça effectivement. Il y a beaucoup de télécoms, donc peut-être un de nos prochains ateliers serait d'identifier un expert de télécom. Il y avait beaucoup de télécoms et finances, oui. Identifier un expert dans les domaines pour venir nous parler de stratégie de gestion de risque dans son domaine. Oui, excellente idée. OK. Je vais laisser la murale ouverte. Si vous avez encore des suggestions ou des éléments à rajouter, je vais la laisser ouverte au moins tout le week-end, toute la semaine. Je vais la bloquer la semaine prochaine. Ça, on va garder ces éléments et puis on va s'en servir pour nos prochains ateliers. Donc, pour conclure, j'espère que vous avez appris, ou bien au moins, pas appris des choses parce que c'est toutes des choses qu'on connaît, mais que ces échanges vous ont apporté plus, moi en tout cas. Oui. Et pour conclure, je dirais juste, je pense, prenez tous la méthodologie. On connaît tous les principes. On connaît un peu tout ce qu'il faut faire. Parce que quand je posais des questions, j'avais les réponses qui étaient déjà dans les slides. Donc, on connaît la théorie. Maintenant, en termes de récapitulatif, la gestion des risques, c'est vraiment, en termes de principe, c'est quelque chose de simple. Première chose, c'est qu'il faut savoir enfin, bien clarifier ce que l'on veut obtenir. Si c'est un projet destiné à aboutir à un objectif, développer un produit, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et ensuite, identifier les risques, c'est-à-dire les événements, les situations qui peuvent enrayer l'atteinte des objectifs. Une fois que c'est fait, il faut les analyser. Probabilité d'occurrence, impact, pour essayer de prioriser les risques, de voir lesquels qu'il faut traiter en priorité. Et on a, pour traiter les risques, des stratégies. On connaît toutes ces stratégies, éviter, accepter, transférer, atténuer. Et surveiller, l'aspect surveillance, c'est-à-dire une fois qu'on a mis en place ces mesures, il faut s'assurer qu'elles sont vraiment performantes. Il faut se remettre en question. Il faut suivre la performance. Et un aspect très important, documenter les retours d'expérience pour l'amélioration continue. On connaît tous ces principes. Mais maintenant, comment est-ce qu'on les applique? Ça, c'est autre chose. Tout à l'heure, on a pris l'exemple sur la piste qui était en pente. Je parlais de stratégie pour éviter la piste. Et puis, quelqu'un a parlé de la formation. Il faut faire une nuance, éviter, atténuer, accepter, transférer. Comment tout ça, là, on l'applique dans le concept de gestion des risques? Comment est-ce qu'on analyse ces risques? J'ai montré une matrice de risque, mais comment est-ce que ça se développe? Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de perceptions de chacun et tout. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait dans le pratico-pratique? C'est vraiment
à ça qu'on va s'atteler dans les prochains ateliers, voir comment est-ce que tous ces principes que nous connaissons tous, d'autres personnes ou nous-mêmes, parce qu'on va toujours, ça va toujours être assez interactif, on va faire agir tout le monde. Comment est-ce que cela se passe dans la vie courante, au day-to-day, et comme, quelles sont les best practices, quelle est votre expérience, quels sont les outils que vous utilisez pour qu'ensemble, on puisse constituer cette boîte à outils qui va pouvoir inspirer les uns et les autres. Donc, je vais donc vous dire merci. Ça va être la fin de notre atelier. Si jamais il y a des questions spécifiques comme celle sur le Boeing, je ne peux pas répondre moi-même, mais je peux mettre en contact avec des personnes qui ont les réponses exactes pour cela. Donc, j'ai mis mon courriel personnel que vous pouvez utiliser pour me contacter. Et encore une fois, je remercie André et toute la team du PMI pour leur accueil. C'était vraiment un accueil très cordial et l'opportunité qu'ils m'ont donné d'animer cet atelier. Merci encore et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Prisca. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être une personne ou deux qui veulent peut-être dire un mot ou bien poser une question. Voilà. Comme on n'a pas souvent l'occasion d'être là, une question ou bien par rapport à ce qui a été dit ou bien même une contribution assez rapidement s'il y en a. Alors, pendant ce temps-là, je vous invite encore à remplir le formulaire pour les PDU. C'est quand vous remplissez le formulaire qu'on aura les informations pour pouvoir vous déclarer vos PDU. Alors, je vais aussi peut-être en profiter pour vous redonner l'agenda du mois de mai pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, voilà un peu notre agenda du mois de mai. Donc, le samedi 7 mai de 11h à 12h30, on aura un webinaire sur l'agilité vu sous le prisme du Kanban qui sera animé donc par Daniel Doiron. Le samedi 14 mai, on a un autre webinaire qui cette fois-ci porte sur les questions de stratégie pour atteindre les objectifs de l'organisation qui sera animé donc par Olivier Cambry. Alors, on a un webinaire le 25 mai dans le cadre de la célébration de la journée africaine qui va porter donc sur la question du rôle de la gestion de projet pour la résilience en matière de sécurité alimentaire. Et enfin, on aura le 29 mai un groupe de discussion en anglais. Donc voilà les activités qui nous attendent pour le mois de mai. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, peut-être donner la parole à Oumar Diop, le vice-président, pour voilà, un mot avant qu'on ne fasse la clôture. Merci beaucoup, André. Je pense que je n'aurai pas de mots. Juste rappeler que quelques activités qu'on a fait durant le mois d'avril, on est revenu un peu sur l'Ondogu du PMI qui s'est très bien déroulé. On a une bonne participation et on a beaucoup échangé sur la communication. Et rendez-vous également a été pris pour revenir sur le thème de la communication des grands projets. Et donc, très rapidement, le bureau du chapitre vous reviendra avec quelque chose dans ce sens-là. Donc, André, ce que je voulais ajouter tout juste. Et merci beaucoup encore pour Prisca pour cette brillante présentation. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Prisca. C'est vraiment très gentil de ta part. Malgré ton agenda, tu as quand même pris le temps de préparer quelque chose pour le chapitre. Vraiment, nous te remercions. Et voilà, on espère que cette série d'ateliers sur les pratiques de gestion des risques va être très utile pour les membres. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et une bonne fête de Korité pour tous les musulmans du Sénégal et du chapitre en particulier. Allez, merci, au plaisir. Merci André.
Et bonne fête du Ramadan à nos collègues musulmans en anticipation. Merci à vous. Bonne fête à tout le monde. Merci.